Belkacem Radjev. Orphelin de père, il a été élevé par sa mère et par un cousin. Nous sommes une fratrie de 3. Je suis le plus jeune. J'ai un frère aîné qui s'appelle Tarek. Mon père lui avait donné ce nom-là parce que Tarek, c'est Jabal Tariq. Puis moi, il m'a donné le prénom de Ammar en hommage à son ami d'alors qui était Imash Ammar. Ton papa, donc originaire du village de Agounibora. Au Malou, le nom de Radjev a été attribué à 3 personnes. L'aîné, c'était Chérif. Le second, c'était Ahmed. Et le troisième, c'est El Araf. Et donc, les 2 premiers sont restés au village. On fait des enfants et beaucoup de descendants. Donc, il y a une énorme descendance, notamment du premier shérif, dont le fils a été, entre guillemets, le parrain et celui qui a élevé mon père, enfin, qui l'a aidé, qui l'a beaucoup aidé. Il s'appelait Vava Méziane. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Ahmed. Et mon grand-père, Mohamed Saïd. C'est des choses que j'ai appris bien longtemps après, parce que moi, je suis né à Gennevilliers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédestine ce grand monsieur à devenir un personnage incontournable de l'histoire de l'Algérie? Absolument pas. Il a quitté l'école primaire avant la fin d'études et après, au cours du soir, il a passé son certificat d'études à Levallois. Il avait une vingtaine d'années en venant en France en tant qu'immigré. Donc en fait, non, il n'était pas du tout prédestiné à ça. Et c'est des circonstances exceptionnelles. Les villages sur Kouroupé, ça a été le cas d'ailleurs. Alors moi, ce que j'ai connu, parce qu'il y a eu certainement d'autres périodes avant, mais ce que j'ai connu, c'était la rue Xavier Privat dans Paris, où il y avait effectivement une très forte communauté kabyle, dont beaucoup de Haït ou Malou, des gens de la famille élargie. Il a rencontré un des membres de sa famille, Sid Gilani, qui lui était membre du Parti communiste et de la section coloniale du Parti communiste, avec d'autres personnes qui sont devenues célèbres après, dont Messali. Et en rencontrant Sid Gilani, il le raconte à sa manière en disant il distribuait des prospectus pour l'indépendance de l'Algérie, et ça l'avait interpellé, il s'y attendait pas. Et donc il a voulu acheter le document, et Sid Gilani lui dit: ton argent ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est que tu ailles distribuer ces prospectus. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à militer pour l'indépendance de l'Algérie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de discuter ça. Mon frère, beaucoup plus. Il y a une anecdote extraordinaire d'ailleurs, parce qu'en 2021, il y a donc pas très longtemps, j'ai fait une tournée en France avec mon frère, notamment pour aller sur la tombe de ma maman en Bretagne. À Plougarnével, on a beaucoup discuté, parce qu'on a fait 1700 km, et à chaque fois, mon frère me disait: mais le père, il t'a pas dit ça? Parce qu'on ne disait pas papa. Papa, oui. Le père. Le père, il t'a dit ça? Je dis non, il m'a pas dit ça. Le père, il t'a dit ça? Je dis non, il m'a pas dit ça. Justement, c'est que mon frère, à un moment donné, à force de lui dire: ben non, il m'a pas parlé de ça, il m'a pas parlé de ça, il m'a dit: ah ben finalement, j'ai compris, c'était un boulet pour lui. J'ai compris qu'effectivement, il avait d'autres préoccupations, toute l'époque que j'ai vécue avec lui. Mais ça, c'est quand j'étais enfant et adolescent. Mais en tant qu'adulte, quand je suis devenu adulte, j'ai compris tout ça. En tant que père, bon, ça s'est pas très très bien passé, mais le citoyen m'intéresse. Et puis surtout, en fait, c'est pour raconter que la lutte pour l'indépendance, elle n'a pas commencé le 1er novembre. Ouais. Elle a commencé juste après la Première Guerre mondiale, quand on a créé la Société des Nations, et que donc les Algériens qui avaient combattu pour libérer la France du joug allemand, en fait, on demandait effectivement qu'il y ait un retour. Ça s'est pas fait en 1920, et donc un certain nombre de gens, dont mon père et Messali et d'autres, et Sidi Gianni, Imache, etc., on dit: nous, il n'y a pas possibilité de discuter avec la colonisation. Mon père a toujours fait la différence entre la colonisation et la France. Il vit en France. Il a vécu toute sa vie jusqu'à l'indépendance. Il est retourné en Algérie plusieurs fois. Et c'est lui qui a présidé le dernier congrès du MTLD le 13 août 1954. C'est là où un certain nombre de membres du MTLD, donc dans la lignée des indépendantistes de l'Étoile nord-africaine, la glorieuse Étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien et le MTLD, donc c'est la lignée des indépendantistes. Ça a démarré en 1926.
Imach, Belkacem et Messali. Ils étaient très 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 proches. Et mon père s'est séparé de Messali du moment où il a dit qu'il fallait nettoyer le parti, parce que dans le parti, après 1945, il y a beaucoup de gens qui étaient lettrés, alors que le parti au départ c'était un parti populaire avec que des ouvriers, dont certains n'étaient pas forcément lettrés, mais un groupe de personnes dont mon père faisait partie souhaitait qu'il y ait une intégration des gens qui... Il fallait justement battre, pour pouvoir se battre à armes égales, il fallait pouvoir avoir... Mais Messali s'est opposé à ça. En fait, il voulait pas d'intellectuel. Il s'est fâché avec le docteur Lamine de Barine. C'était en bisbille, non pas pour des questions politiques, mais c'est parce que finalement de Barine faisait de l'ombre à Messali et il a demandé. Pour moi, c'est impardonnable. Dans un parti qui s'appelle Mouvement pour les libertés, pour le triomphe des libertés démocratiques, que le président demande la présidence à vie, les pleins pouvoirs et la présidence à vie. C'est pas possible. Et il y a eu la séparation de la direction. Donc, avec quelques personnes qui l'ont suivi, on peut se poser la question sur la probité intellectuelle et morale de ceux qui l'ont suivi, sachant que c'était le chef, etc., que bon, il pouvait en tirer des avantages. Et puis d'un autre côté, il y avait les intellectuels, entre guillemets, et puis ceux qui voulaient passer à la lutte armée, qui se sont séparés et qui se sont retrouvés donc à Bellecour en 1954. Il y a eu des comptes rendus. Mon père ne me l'a pas dit à moi, mais il a raconté à mon frère, qui la raconte très bien. Il dit c'est lui qui présidait, il donnait plus souvent la parole aux jeunes, c'est-à-dire ceux qui avaient envie de passer à l'acte. Et il y avait effectivement les messalistes qui étaient présents, et il y avait les représentants du comité central, et puis donc je pense que c'est des gens de l'OS qui étaient là, et finalement ils se sont séparés sur un constat d'échec, et c'est à partir de ce moment-là que le mouvement a été déclenché. Et mon père n'était pas partie prenante de ce déclenchement, et ça s'est fait à son insu, enfin sans qu'il soit informé, mais parce que s'il avait été informé, il aurait fait comme il l'a fait plusieurs fois, il se serait enfui dans un pays neutre. Il l'a fait en 1945, d'ailleurs mon frère m'a raconté cet épisode, mais là il l'a pas fait, et donc ma sœur, mon frère et moi, on était au lycée de Vannes dans le Morbihan le 22 ou 23 décembre 1954, donc 6-8 semaines après le déclenchement, et là la police est venue le chercher, on a dit bon, venez avec nous, et il est parti à la santé, il est resté jusqu'au mois d'octobre de 56, donc il a été mis hors circuit du 1er novembre 1954 au 10 octobre 1956. Après, quand il a continué, parce qu'il y avait ses 3 enfants orphelins de mère, donc il a quand même essayé d'assurer, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il était membre de la Fédération de France. Mon frère j'avais 60 ans, bien longtemps après ce document, on discute, il dit mais en 1945, après les événements du 8 mai 45, alors pour préciser les choses, je suis né le 4 mars 1945, donc les événements du 8 mai 45, c'est 2 mois après ma naissance, et ma maman m'allaitait, ça je le savais depuis toujours, et donc comme ça s'est reproduit en 1954, le gouvernement de l'époque, je crois que c'était Mitterrand, ministre de l'Intérieur, et c'était lui aussi qui était ministre de l'Intérieur quand il a envoyé mon père en prison à la santé. Bon. Et donc à ce moment-là, ils ont fait une recherche pour rechercher mon père, qui est considéré comme responsable parce que responsable du MTLD. Comme ils ne savaient pas où il était, pour qu'ils se rendent, ils ont pris ma mère et son bébé, et ils ont laissé surtout mon frère et ma sœur tout seuls. Mon frère il avait 8 ans, et donc c'est lui qui a géré le truc. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de... etc. Donc il a vécu sur les réserves. On évoque le fait que
pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des rapprochements vers l'Allemagne de l'Est. Les Allemands, comme les Russes, ils avaient des vues sur les colonies. Donc en 1942, ils ont proposé à mon père de faire des émissions à Radio Paris avec un type qui est devenu un grand musicien reconnu, Gerbouchen. Ça a duré une année à mon avis, parce qu'en fait, il faisait ses discours en kabyle, il ne parlait qu'en kabyle. Finalement, il a été dénoncé. D'après ce que je crois comprendre, c'est qu'il a été arrêté en 1954, comme ils n'avaient rien de spécial contre lui. Donc ils ont ressorti cette affaire de 1942. Et j'aimerais bien avoir le jugement du octobre de 1956. J'aimerais bien faire des recherches là-dessus. Je ne sais pas comment faire. Enfin, donc, pour savoir ce qui est écrit dedans, parce que on en parle, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et comme ils n'avaient pas d'autres motifs, ben, ils ont ressorti ça. Mais ça n'a jamais été un nazi, mon père, ça n'a jamais été c'était un démocrate. La preuve, c'est qu'il s'est fâché avec Messali, parce que lui, je ne vais pas dire qu'il voulait être autocrate, etc. Donc, lui, il faisait confiance au peuple, il faisait confiance. Il y a une particularité qui m'est venue en lisant les choses là. En fait, je crois que c'est un des seuls, mais on peut les compter, à mon avis, sur les doigts d'une seule main, qui a commencé au tout début, et qui jusqu'au bout a été dans le sens de l'autorité, de la ligne générale directrice, puisqu'il a fini sa carrière comme directeur de la caisse de compensation de retraite qui a été créée. Après avoir créé le Secours national algérien. Oui, qui a été tu as une anecdote d'ailleurs, pas clean, sur cette histoire de création. Oui, parce que il est créé à quel moment ce Secours national? Là, j'étais présent. Là, je peux parler de manière témoigner. Donc, je rappelle, à l'époque, en 62, fin 62, j'avais 17 ans. Et donc, mon père ne voulait, bien qu'il ait assisté aux réunions préalables pour la création de la constituante, etc., enfin du congrès, et j'étais présent. Je me souviens d'avoir vu Ben Tobal discuter avec lui, etc. Bon, bref. Et donc, il avait dit, maintenant, c'est plus mon tour. Il considérait qu'il avait fait ce qu'il fallait, et maintenant, il voulait s'occuper du peuple. Donc, il a considéré que les cireurs, c'était le symbole de la colonisation. Pas faux, là, souvent. Oui, pour lui, c'était l'asservissement des enfants, alors qu'il fallait les éduquer, les former, les éduquer. Donc, il a décidé, avec d'autres, il y avait Ouchri, Tidjani, etc., ils ont décidé de créer le Secours national algérien pour ramasser tous les enfants pauvres, orphelins, et leur donner une éducation, une formation. Donc il a créé plusieurs centres, à Sidi Ferruch, à Douéra, et puis ailleurs, etc. Et donc moi j'ai participé en juillet-août 1963 à l'alphabétisation d'un groupe de cireurs, d'enfants qui avaient été ramassés dans ces conditions. Et après, quelques années après, j'ai appris que Ben Bella s'était approprié. Il a dit ils avaient besoin les premiers fonds avaient été obtenus par les commerçants. Ils avaient été faire la quête des commerçants de Bab el Oued. Puis il avait obtenu, je crois, 2 millions de francs de l'époque. Il y a un article qui a été fait par un journaliste qui est plus ou moins de la famille, qui a fait un article là-dessus, il donne des précisions dans le Watam il y a quelques années. Il dit ils avaient demandé une subvention à Ben Bella. Ben Bella a dit je vous donne la subvention à condition que vous disiez que c'est moi qui ai inventé ça. Et donc ils ont repris un certain nombre de cireurs qu'ils ont réhabillés en cireurs, ils leur ont redonné des boîtes de cirage, etc. Et ils ont fait un cinéma, ils ont cassé les boîtes et Ben Bella était là, vous voyez, c'est moi qui ai fait ça, etc. Et Ben Bella, il a le culot de le redire, de maintenir
c'est cela. Mais là, je m'insurge en faux parce que j'étais vraiment présent. Toute sa vie, après, il est resté en Algérie, il s'est occupé de trucs sociaux, etc., sans revendiquer aucune mon frère qui était très copain avec Abdeslam, parce que il était président des étudiants, etc., il a dit que Abdeslam lui aurait dit qu'il a proposé des postes prestigieux et qu'il a refusé. Le rapprochement avec ton père s'est opéré à un moment. Une fois que j'étais adulte, moi, mon histoire, je passe le bac, premier bac à Blida. J'ai été reçu sans problème. Dans quel lycée? Ibn Rushd, anciennement du Verrier. Mon père avait décidé que c'était le frère de l'Ashraf. Ils connaissaient tous les gens. Donc c'était le frère de l'Ashraf qui était pharmacien, je crois, à Blida, et qui était mon correspondant. Je ne l'ai jamais vu. Il n'est jamais venu me voir. Enfin bon, c'était lui en théorie qui était mon correspondant, parce que mon père il s'occupe pas trop de moi, donc en l'occurrence. Puis j'avais des cousins qui avaient une maison à Bouinan, qui n'était pas très loin de. On a été d'ailleurs, je les remercie encore parce que c'est eux qui nous ont accueillis au tout début. J'ai passé du temps avec eux, avec mes cousins et mes cousines. J'ai gardé de bons souvenirs de tout ça. Ça m'a aussi attaché. Pas avec mon oncle, mais avec tout le reste de la famille. J'étais en très très bon terme et je le suis encore. Et donc, Blida, tu disais, oui, tu passes ton bac là-bas. Je passe mon bac là-bas et au moment de passer le point, il y a eu un clash avec mon père. Je ne vais pas en dire plus parce que je veux pas. C'est pas l'objectif. Donc, il y a eu un clash important. On n'était pas d'accord sur quelque chose. Donc, je décide de demander à être élève maître, et on avait un cousin qui était à l'académie, donc il m'a donné un poste d'élève maître à Sétif. Donc j'avais 18 ans, je me retrouvais élève maître, et là c'était la liberté. Moi qui avais été pensionnaire pendant 11 ans, etc., c'est la liberté, donc je plaide coupable, j'ai pas fait grand chose. Donc j'ai pas eu mon bac, mais mon objectif c'était de rentrer en France. Donc tout l'argent que j'avais gagné, comme j'étais logé et nourri, j'ai gardé. J'ai économisé, ce qui m'a permis d'arriver en France avec un petit pactole. Donc j'ai pris mon billet de bateau le 5 juillet 1964 et je suis revenu en France et j'ai envoyé une carte postale à mon père en disant... Il ne savait pas que tu étais rentré. Enfin, il ne savait pas, il savait pas ce que je faisais. Voilà, comme il ne me suivait pas à la trace. Voilà, c'est ça. Ça, c'était le bon côté. Il ne me suivait pas à la trace, donc j'ai pris... C'est culotté quand même d'envoyer une carte. Bon. Et j'étais pas majeur. Mais oui, parce que c'est 21 ans à l'époque, la majorité. Mais bon, il a reconnu, enfin je veux dire, il n'a pas du tout contesté, il n'a pas cherché des histoires, hein, il a laissé faire. Et j'avais plus de nouvelles, que par l'intermédiaire de ma sœur. Bon, ta sœur qui était restée en Algérie? En France, non. En France, n'a jamais mis les pieds en Algérie, juste pour les vacances. Mon frère a travaillé un peu en Algérie, mais ma sœur non. Et donc, finalement, je me balade rue Xavier Privat, c'était le siège, parce que j'avais un cousin, Alice et Mohamed, qui avait un couscous, et je dis je vais aller manger un couscous en 71, donc 7 ans après. Je me balade sur les quais, je m'arrête rue Xavier Privat, et je rentre dans la rue, c'est une toute petite rue, et je regarde dans le restaurant de Ali pour savoir s'il était là, etc. Et qu'est-ce que je vois? Mon père sur le pas de la porte. Donc, qui était le plus surpris des deux? Je crois qu'on a été surpris tous les deux. Et heureux sans doute aussi de se retrouver. J'ai traversé la rue, j'ai fait une visite, j'ai fait comme si on s'était quitté la veille, quoi, et qu'il n'y avait eu aucun problème. Et donc là, j'ai renoué des relations avec lui, je lui ai présenté mon ma femme de l'époque, qui n'est pas encore ma femme, qui ne l'est plus. Mais donc, j'ai présenté Catherine, on est allé en Algérie pour les vacances. Et puis là, on est rentré en contact, etc. Donc, ton père, entre-temps, avait refait sa vie, puisque on disait ta mère est décédée en 1960. Ouais. Après, j'ai présenté mes enfants. Il a connu ma fille, mon fils. Ma fille l'aimait bien, ils s'entendaient bien. Mais elle a peu vu quand même, finalement. Donc tout s'est bien passé. Et puis j'ai une photo dans les années 75, 76, il était venu à Paris, à Versailles,
Viroflay, où j'habite, et en fait, j'ai eu une cigarette au bec. Et tu ne me dis pas que tu l'as écrasé en cachette, tu fumais en cachette. Non, mais justement, parce que, en fait, le déclenchement de notre séparation, c'était lié à une cigarette. Donc, il avait très très mal pris ça, et je fume à sa présence. Mais moi, il a vu que j'avais fumé avec ça. Bref. Donc, après, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais adulte, et voilà, donc je me suis très très bien entendu avec lui, une fois que j'étais considéré comme adulte. Est-ce qu'il s'est un peu plus livré? Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que j'étais adulte, il me considérait comme un adulte, et voilà, donc il y avait plus ce rapport. Pour moi, c'était une certaine forme d'oppression. J'avais un peu peur de lui quand j'étais enfant. Et c'est pour ça que je dis, j'ai différencié le père, encore que une fois que j'étais adulte, etc. Mais j'ai différencié le père et le citoyen. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour le citoyen. Pour le père, je pense qu'il a raté sa vocation. J'ai une dédicace de Ben Youssef Benreda, qui a signé son livre 1er novembre 1954. Aux enfants de Belkacem, Radjef, Yamina, Tariq et Amar, je dédie ce livre en hommage à Sibel Belkacem, qui a été pour moi un exemple de droiture et de patriotisme. À Hydra, le 10 juillet 1990. Et puis là, il y a une petite anecdote, c'est un bouquin de Hossein Ahmed, tout un paragraphe. C'est à l'occasion de cette session à Zédine que je vois pour la première fois Belkacem Radjef, dont le nom était pour moi aussi légendaire que celui de Messali et Sidjilani, qui avaient été de toutes les fondations. Il argumente en langue française, mais comme un maçon kabyle, simplement, clairement, pierre à pierre. Attentif et patient à l'endroit des orateurs aussi longtemps qu'il reste dans le sujet, il a une manière à la fois courtoise et définitive de les rappeler à l'ordre. C'est à l'occasion d'un autre comité central, dans une toute autre conjoncture. Cela se passe en 1952. Je n'ai pas été témoin de cet épisode, mais il m'a été relaté par plusieurs témoins dignes de foi. Messali fait un long compte-rendu sur son long périple qu'il a conduit de Caire à la Mecque. Il est émerveillé par l'Orient et par les personnages illustres qui l'ont reçu. Il reste que certains détails sont superfétatoires. Par exemple, Sa Majesté le roi d'Arabie m'accueille à la descente d'avion et j'embrasse sa main velue. Au terme du récit de l'Odyssée, fait de cette voix émue et émouvante dont les accents sont bien connus, la conclusion de Radjef sonne comme un glas. Camarade Messali, tout ce que tu viens de dire ou rien, c'est la même chose. Passons à l'ordre du jour. Il avait beaucoup de charisme. Il avait beaucoup de charisme. J'ai de l'émotion quand je pense à lui. Je pense à la personne qu'il était. Et puis le fait que ça se soit pas bien passé avec moi, quoi. Ton père est enterré en Kabylie ou à Alger? À El Aléa. D'accord. En tant qu'effectivement... Sur l'histoire de son enterrement, alors, sur la fin de sa vie, c'est en 89, donc en mai 89, je ne dis pas de bêtises, non, c'est en mars plutôt 89, il est mort en mai. En mars 89, je vais en Algérie et je le trouve dans un hôpital, il avait des problèmes d'asthme et tout ça. Il était dans un hôpital minable, complètement minable. Il y avait un lit avec un rideau, etc. Enfin, c'est vraiment déplorable. Et là, c'est un moment extrêmement dur pour moi, même quand j'y repense. Il était vraiment malheureux et donc il s'est jeté dans mes bras en pleurant. Alors que tout ce que j'avais vécu quand j'étais môme et tout ça, ça a été très dur. Et donc, 2 mois après, il est décédé, donc on nous appelle, je descends à Alger avec ma sœur. On n'a pas eu de problème de papier, je pense que les choses sont bien passées. Et puis finalement, donc on se retrouve à attendre des conditions, je ne sais pas sur les détails, bon, bref. Et donc, il y a eu un article dans El Moudjahid. En tout cas, très vite, vous avez compris, vous, la fratrie, que l'inhumation du papa vous échapperait quelque part, parce qu'en tant que, on lui a reconnu cette qualité
de grands nationalistes à ce moment-là? Pas immédiatement. C'est-à-dire, en fait, quand on est arrivé, il y avait, comment il s'appelle, Ben Youssef Benreda, qui était en bisbille avec le gouvernement de l'époque, et donc qui voulait se servir de la dépouille de mon père pour dire, voyez, le gouvernement ne s'occupe pas des anciens militants. Enfin, donc il voulait qu'on l'enterre à Saint-Eugène. Or, à ma connaissance, mon père n'avait aucune particularité spéciale à Saint-Eugène, et donc je savais qu'il y avait des gens en Kabylie qui voulaient aussi récupérer sa dépouille. Donc je dis, bah, si pour nous, notre philosophie, comme il s'est dévoué pour son pays et que ça passait avant tout le reste, moi je considère que c'est aux autorités du pays de prendre la décision et de faire ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas prendre de décision, à ce moment-là, il ira en Kabylie, parce qu'il m'avait dit qu'il voudrait finir ses jours sous un cerisier. Et il parlait de la Kabylie. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y avait qu'en Kabylie qu'il y avait des cerisiers. Ouais, tu le sais maintenant. Je le sais maintenant, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, et j'ai dit ça. Et surtout qu'il y avait la fête des cerises à Fort-National. Bon. Et j'avais Benreda qui était en face avec tout un gens qui étaient derrière lui. J'étais tout seul avec ma sœur. Et on leur disait, oh non, on ne veut pas, etc. Et puis, les autorités étaient tous à Rabat. Il y avait, ce jour-là, il y avait une conférence Rabat-Algérie, Maroc-Algérie. Et donc, ils n'étaient pas là. Et donc, je crois que ça, 24 heures après, en plus, il y a eu un problème avec le cercueil, etc. En bref, des détails sordides. Donc, finalement, on attend et Abdelhamid Berri est arrivé avec un général, je ne me rappelle pas son nom, et ils ont dit, ben, nous, on prend en charge la chose. Mais il y avait les gens de Kabylie qui étaient là, qui avaient creusé une tombe en Kabylie. Ils avaient creusé une tombe à Saint-Eugène. Et finalement, il était à Et alors, le summum de ça, c'est d'ailleurs ce sujet que j'ai écrit, c'est ma sœur a entendu quand on l'a enterré. Alors, elle était médecin et tout, donc elle a dit, moi je vais à l'enterrement. Et donc, c'est elle qui a entendu ça, qui m'a répété. Elle a dit, il y en a un qui a dit, encore une fois, nous sommes tous réunis. Belle conclusion. Ah ouais. Belle conclusion. Ouais. Voilà le beau destin de Belkacem Radjev, même si effectivement ça t'a permis, en tout cas ça vous a permis, vous les frères et sœurs, de mieux comprendre son engagement et sans doute lui pardonner, comme tu disais, son absence. Pardonner, c'est un peu fort, c'est-à-dire le comprendre. Voilà, comprendre tout ça et l'accepter. Le comprendre et l'accepter. يسر الحسين